Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu les chauvins et on va s'intéresser à notre chère Ligue 1. Cette idée de vidéo m'est venue après le projet de Super League qui pour moi n'était vraiment pas top, mais il a au moins eu le mérite de remettre en cause et en question les fondements de nos compétitions et de s'intéresser peut-être à de nouveaux formats qui pourraient dynamiser ou rendre encore plus attractifs les championnats et notamment notre Ligue 1. Alors on va s'intéresser d'un petit peu plus près à certains projets et un notamment qui a particulièrement attiré mon attention. Alors on va partir d'un constat. En Europe, dans les championnats, c'est souvent toujours les mêmes qui gagnent et les gros clubs s'enrichissent. Je pense notamment au Paris Saint-Germain en France, au Bayern Munich en Allemagne, à la Juventus de Turin en Italie, au Real et au Barça en Espagne, et voilà, en Angleterre, peut-être un petit peu moins ça parce qu'il y a beaucoup de grands clubs. Les clubs moyens, eux, restent très souvent moyens, ils participent de temps en temps aux compétitions européennes, je pense par exemple à Lyon ou l'AS Monaco en France, qui restent certes des clubs importants, mais qui n'ont pas l'aspiration à devenir des clubs géants, comme peuvent l'être le Real Madrid ou le FC Barcelone. Et les petits clubs, eux, ils souffrent encore plus. Je pense notamment aux petits clubs de Ligue 1. Quand je dis petit, il n'y a rien de péjoratif, hein. Mais par exemple, je pense à l'Angesco. Voilà, tous les débuts de saison, les mecs ils sont 6ème, ils sont trop contents, ils pensent qu'ils vont arracher la Ligue Europa. À la mi-saison, ils sont 10ème et à la fin de saison, ils sont toujours 14, 13, 12ème quoi. Pour ces clubs-là, c'est encore plus difficile d'aller concurrencer les cadors européens et les cadors de leur championnat. Et les équipes reléguées, c'est encore pire. Quand elles descendent, c'est vraiment difficile de survivre. T'imagines, tu subis 50% de coupure de ton budget, t'as les mecs dans ton équipe, enfin je sais pas, je pense à Bordeaux, imagine si Bordeaux descend la saison prochaine, ça va être super chaud pour eux. T'as des mecs qui sont payés bonbons alors que sur le terrain, ils ont plus trop la force de l'âge, ils sont plus très talentueux. T'as un coach qui vaut 2 cacahuètes parce qu'il a éliminé l'équipe de France, mais il a un salaire, je crois qu'il a le 3ème meilleur salaire de Ligue 1 si je dis pas de bêtises. Si tu veux le virer, tu dois lui payer entre 5 et 6 millions de frais de licenciement. Ça devient très difficile pour ce genre de club de se retrouver en Ligue 2 et très souvent t'es très proche de la faillite financière. Et on a eu plein d'exemples comme ça en France. On a eu Strasbourg en 2009, on a eu Lens en 2012, on a eu Bastia en 2016, où les clubs ont été très proches de la faillite financière. Parfois, certains d'entre eux ont fait faillite financière et ont dû repartir des échelons les plus bas de notre chère France. Et ça met plein d'emplois en jeu parce qu'un club emploie beaucoup de salariés, pas forcément que dans la communication ou que dans la gestion du club, il y a aussi tout ce qui est sécurité, tout ce qui est parfois propreté, tout ce qui est les jardiniers, enfin il y a vraiment beaucoup d'emplois autour d'un seul club. Et même encore autour du club, il y a les partenaires, il y a les journalistes, imaginons Nice Matin, s'il n'y a plus l'OGC Nice ou l'AS Monaco en Ligue 1, il n'y a pas que Nice Matin, il y a les réseaux ActuFoot par exemple, tous ces gens-là qui emploient du personnel pour le sport et pour le football, ça devient très risqué lorsque le gros club de la région disparaît. Et en plus, en France, vous connaissez sans doute la fiscalité. On a une des fiscalités les plus chaudes d'Europe, hein, à part Monaco qui est bien loti parce que du coup ils sont à Monaco. Mais sinon, c'est très chaud pour les clubs de Ligue 1. Quand tu penses que Angers ou Montpellier payent plus de cotisations sociales, plus de charges sociales que des clubs comme le Real Madrid ou Liverpool, tu te dis qu'il y a peut-être un petit peu problème en France. Et si tu prends le Paris Saint-Germain, c'est encore pire. Le Paris Saint-Germain, il paye plus de charges sociales que les clubs de Liga, de Serie A, de Bundesliga et d'Angleterre, tous réunis ensemble. C'est énorme. Donc il y a une réelle difficulté pour les clubs d'aller concurrencer sur le salaire des joueurs des clubs qui sont aussi bien lotis fiscalement et des clubs qui ont les ressources suffisantes pour aller les payer. Puis cette fiscalité, elle aurait pu aussi être contrebalancée par une culture foot ultra développée en France. Mais vous le savez autant que moi, c'est pas trop le cas. En Italie, t'as plusieurs gazettes sportives qui relatent quotidiennement ce qui s'est passé dans le football dans le pays et à l'étranger. En Espagne pareil, au Portugal pareil, en Angleterre encore pire. Il y a vraiment une très grosse culture football et le football le week-end est très attendu par la population locale. Et en France, on a moins cet exemple. Je sais que par exemple au Portugal, le JT de 20h diffuse pendant 15 ou 20 minutes les résultats du week-end. En France, on a juste si le Paris Saint-Germain
a explosé je sais pas qui, ou lors des grosses rencontres, ou si le Paris Saint-Germain s'est fait éliminer. Enfin, c'est vraiment très exceptionnel quand on parle de football à la télé à 20h. Et du coup, bien souvent, les clubs essayent de compenser, on va dire, ce manque financier en faisant du trading de joueurs. Vous le savez mieux que moi, la Ligue 1 c'est devenu la Ligue des talents. Pour l'Europe, on est juste les fermiers du monde footballistique. En gros, tu plantes ta graine en France, enfin ta graine, je parle du joueur quoi, tu la mets en France, t'attends que le mec il se développe et hop, tu le revends. C'est ce qu'a fait par exemple Gérard Lopez à Lille et à Bordeaux. Il l'a fait aussi parce qu'il avait engendré des frais, des prêts, et il était obligé de les rembourser, donc il fallait vendre absolument, vendre en faisant des grosses marges. Bref, sportivement, c'est pas pérenne. Tu peux pas imaginer un club compétitif qui tous les ans brade la moitié de son effectif. Enfin, brade, pas toujours bradé, mais qui vend la moitié de son effectif saison après saison. C'est impossible sportivement de se projeter sur le futur. Alors très souvent, on se tourne vers nos amis les ricains. Eux, ils savent faire de l'argent avec tout et n'importe quoi, encore plus le sport. Donc, on regarde très souvent leur modèle de ligue fermée. La Super Ligue européenne, elle s'est inspirée de ça. Mais là où la Super Ligue européenne s'est trompée, c'est qu'elle a oublié aussi l'importance des petits clubs. Ils ont juste pris les gros clubs européens, ils ont voulu les foutre ensemble et dire ouais les petits, on vous invite tous les 5 ans si t'es sage et si on a bien envie de toi. C'est sûr que ça n'a pas marché. Il y a plein de gens qui sont affiliés à l'Ajax, il y a plein de gens qui sont affiliés à l'Olympique Lyonnais, même à des clubs comme l'Atalanta Bergame ou Dortmund ou le FC Porto ou Benfica. Enfin, plein de clubs comme ça qui de temps en temps font des petites percées quand même en Ligue des Champions. Et c'est important pour les supporters de pouvoir rêver de la plus belle des compétitions. Donc pour moi, la Ligue fermée ne se fera sans doute pas pour le bien du football en Europe. Cependant, elle est très intéressante au niveau national. Parce que quand on regarde la NBA ou la NFL a signé un partenariat de 100 milliards d'euros sur 10 ans, alors qu'en Europe, on signe des contrats historiques, c'est 6 milliards d'euros sur 3 ans. Donc il y a moins de pérennité financière et de moins gros volume financier pour les clubs. Et en plus, aux États-Unis, ils imposent des normes budgétaires. Tu peux pas dépenser plus que cela pour éviter que le club se retrouve en faillite, parce que ça a vraiment plein de conséquences lorsqu'un club rentre en faillite. On l'a vu tout à l'heure au niveau des emplois, etc. Et en Europe, on a du mal à mettre ce genre de système en place. Enfin, le fair play financier de l'UEFA, j'ai l'impression que tout le monde n'a rien à carrer du truc. Enfin, le PSG, il dépense en veux-tu en voilà. Le mec, je sais pas ce qu'il doit faire en soum pour que l'UEFA soit d'accord qu'il continue de participer. C'est juste les petits clubs qui trinquent comme Marseille ou des trucs comme ça, qui prennent cher parce que eux, ils n'ont pas le réseau qu'a Nasser Al-Khelaifi. Enfin bref, c'est moyen respecté en Europe. Donc le point positif de la Ligue fermée, c'est que tu peux mettre en place une véritable stabilité financière et sportive qu'on n'a pas actuellement en Europe à cause de notre système de montée-relégation qui nous est cher parce qu'on est cher à la méritocratie en France. Alors vous connaissez peut-être Luc Dayan, il a été président du RC Lens, du LOSC, de Strasbourg si je dis pas de bêtises, du FC Nantes aussi. Ce monsieur, qui connaît très bien les clubs en difficulté financière et les clubs qui risquent de descendre en Division 2, il a eu une idée sur notre championnat de France. Alors il est parti d'un constat, c'est que depuis 1932, depuis la création du championnat de France, il y a eu seulement 77 clubs qui y ont participé. Et parmi eux, beaucoup ont soit disparu de la circulation, soit se retrouvent actuellement dans les plus bas échelons de notre championnat national. Enfin voilà, ils sont en tout que National 3 quoi. Du coup, il a isolé 48 clubs historiques du championnat de France, dans lesquels tu retrouves des clubs qui actuellement ne sont même pas en Ligue 2, comme l'AS Cannes, l'AS Béziers, il y a Le Mans, il y a Sedan si je dis pas de bêtises. Voilà, il y a plein de clubs qui peuvent être très intéressants pour le championnat de France de Ligue 1 parce qu'ils sont vraiment historiques. Son idée, c'est de créer 4 poules de 12 et de les diviser en zones géographiques. En gros, tu as une zone nord où les 12 clubs jouent les uns contre les autres. On vous mettra sûrement la carte de France. Dans cette zone nord, tu as par exemple le Paris Saint-Germain, tu as le RC Lens, tu as Lille, tu as le Red Star. Donc ça fait plein de derbys très intéressants à regarder. À l'est, là peut-être que c'est un petit peu moins intéressant, mais t'as quand même Reims, t'as Strasbourg, t'as Troyes si je dis pas de bêtises aussi. Au sud, je pense que c'est encore plus intéressant. Tu as par exemple l'AS Monaco, l'Olympique de Marseille, l'OGC Nice, l'AS Cannes, Montpellier, Nîmes, Ajaccio, Bastia. Enfin, il y a vraiment plein de clubs qui sont très importants pour le championnat de France, même actuellement. Et à l'ouest, on a aussi des clubs très intéressants comme Rennes, Nantes, Brest, qui font vraiment des derbys qui intéressent beaucoup de monde et qui représentent aussi la culture locale, et ça peut vraiment être très intéressant.
Le système, c'est qu'en gros, tu prends les 4 meilleurs de chaque poule, les 4 meilleurs de la poule Nord, les 4 meilleurs de la poule Est, les 4 meilleurs de la poule Sud, les 4 meilleurs de la poule Ouest. Tu les fais jouer les uns contre les autres à ce moment-là. Alors Luc d'ailleurs, lui, il imaginait un nouveau championnat où en gros tout le monde se rejoue les uns contre les autres. Alors moi, je suis pas vraiment fan de cette idée, mais je pense que par exemple un système un peu en mode playoff des États-Unis, mais adapté un peu à la sauce Ligue des Champions, en gros un système match aller-retour, ça peut être intéressant, mais après tu peux aussi faire sur 7 matchs, avec le premier qui arrive en 4 ou en 5, ça peut être très intéressant, surtout que tu joues de janvier à mai, donc il y a vraiment de la place pour mettre pas mal de matchs. Ceux qui n'ont pas réussi à se qualifier, il faut aussi les faire jouer. Vous vous rappelez sans doute tous de vos consolantes toutes claquées au sol dans vos tournois les plus nuls de chaque région, mais en gros, ceux qui sont éliminés, il faut aussi qu'ils continuent à jouer. Et là, on peut continuer encore à garder une attractivité. Par exemple, le club qui finit le mieux classé sera le mieux classé pour percevoir les droits télé, donc avoir une manne financière plus importante que les autres. Et aussi, parce que Luc Dayan a aussi proposé dans son idée une sorte de draft avec un système de centre de formation mutualisé, on revient dessus juste après. Mais comme ça, tout devient intéressant et on perd pas d'intérêt pour tous les clubs. D'autant plus qu'on joue véritablement moins de matchs. Alors moi j'ai fait le calcul, si on joue par exemple juste un match aller-retour pour les playoffs, le vainqueur ne joue que 31 matchs, contre 38 actuellement. Donc ça peut être vraiment très intéressant pour baisser drastiquement le calendrier des équipes, comme le demandent très régulièrement les clubs. Alors on va revenir un petit peu sur le système de la draft. Luc Dayan, il conseillait en gros de mutualiser les centres de formation, que tu sois plus obligé d'avoir ton propre club de formation parce que ça coûte cher, etc. Sans doute le constat est bon, moi j'y ai pensé un petit peu plus différemment. En gros, le problème si tu fais une ligue fermée, c'est que ça peut perdre beaucoup de son intérêt pour le football amateur et la division inférieure. Ce que j'ai pensé, c'est que tu peux par exemple mettre un championnat inférieur avec une visibilité totale. En gros, les droits télé sont gratuits, l'équipe 21, n'importe qui peut diffuser, tu peux diffuser sur une chaîne Twitch. Voilà, c'est libre à chacun de diffuser et aux chaînes voilà, de bien vouloir montrer les matchs, mais je pense qu'il y aura beaucoup plus de vues. Bref, l'objectif c'est que les joueurs qui sont un petit peu barrés dans leur centre de formation, par exemple les joueurs du centre de formation du Paris Saint-Germain, ou de grosses écuries comme Marseille, Nice, Monaco, Lille, Lens, enfin bref, ces joueurs-là peuvent rejoindre la division inférieure. Les joueurs peuvent bénéficier de la visibilité. Imaginons un mec qui signe à Dunkerque, voilà, il arrive à 16 ans à Dunkerque. Imaginons il veut jouer 2 ou 3 saisons, voilà, il a 18 ou 19 ans, il décide de s'inscrire pour la draft annuelle. Tout le monde a regardé le championnat parce que c'est là où il y a les nouvelles pépites, etc. Donc ça devient très intéressant de regarder. Tu essayes de trouver qui sera drafté numéro 1 et tu mets en place un système de participation payante pour les clubs. Imaginons, je sais pas, si les 48 donnent 1 million d'euros ou même 10 millions d'euros, allez, partons sur 1 million d'euros. En gros, le mec, il est drafté numéro 1. Tu fais genre une proportionnalité, imaginons le premier touche 10%, et après tu fais un truc qui descend comme ça. Le club formateur, enfin le club qui l'a récupéré, hop, récupère 4,8 millions d'euros. Et t'injectes directement de l'argent dans le sport amateur. Là, on peut dire que c'est amateur à partir de cette division-là. Ce qui fait que c'est des clubs très impliqués dans le développement de jeunes talents. Enfin, moi, je pense que véritablement, ça peut être très intéressant. Et imagine, tu mets des trucs en place à 10 millions d'euros. En gros, le premier, il gagne 48 millions. C'est énorme pour un club qui est pas très connu, pour un club on va dire semi-pro ou amateur. Ça peut vraiment bénéficier sur le long terme et permettre de se pérenniser pour l'avenir. Ce qui est bien avec le système de ligue fermée, c'est qu'il y a une grande stabilité. Les clubs sont là pour du long terme. Ce système de ligue fermée permet aux clubs d'être stables. Et quand tu regardes les stades en NFL ou en NBA, ils sont ultra modernes parce qu'on sait que les clubs vont être là pendant longtemps. Et en France, c'est dur d'investir par exemple 5 milliards d'euros, je pense là au stade de Las Vegas en NFL, un stade ultra moderne mais qui a coûté quand même 5 milliards de dollars. En France, c'est impossible parce que tu sais pas si le club va disparaître. Imagine des collectivités, des agglomérations comme Strasbourg, Bordeaux, Reims, Troyes. T'es pas sûr que le club reste très longtemps dans la première division de championnat de France. Alors que si tu es là pendant longtemps, tu peux construire des stades très chers et qui sont multi-usages. Tu construis un stade avec la pelouse rétractable. Pour le championnat de rugby aussi, le top 14 qui est très attractif. Tu peux partager ton stade avec une équipe de foot, avec une équipe de rugby. Tu peux la transformer en salle de concert, tu peux avoir un toit fermé. Vraiment, les possibilités se multiplient à une vitesse qu'on n'imagine même pas. Et même au niveau des partenaires, tu peux garantir d'être là pendant longtemps. Imagine le RC Lens quand il remonte de Ligue 2, de dire ouais on signe un partenariat pendant 5 ou 10 ans, c'est impossible parce que t'es pas sûr que tu vas rester longtemps dans le championnat de France et tu peux pas demander
les mêmes contre, on va dire, tu peux peut-être pousser un petit peu plus le sponsor parce que tu sais que tu vas être là pendant longtemps et qu'il y a une forte concurrence sur la demande. Alors très honnêtement, je pense que ce système ne sera pas adopté en France parce qu'on est quand même un grand championnat, parce qu'il y a de la visibilité, parce que l'UEFA sans doute voir ça d'un mauvais œil. Mais pourtant, le système reste très intéressant et notamment pour de petits pays. Je pense notamment à la Belgique, je pense notamment aux Pays-Bas, je pense notamment à la Suisse, ou encore au Portugal. Alors je vais parler du Portugal parce que c'est là où je m'y connais le mieux. Mais en gros, si tu regardes le championnat portugais, allez, même si tu regardes la première division, les équipes du bas de tableau ne sont déjà plus très intéressantes. Et si tu redescends en Ligue 2, là, le leader du championnat de Ligue 2 portugais, c'est juste la réserve du Benfica. C'est le Benfica 2 qui est leader. Donc ça prouve à quel point il y a un manque cruel de compétitivité dans les divisions inférieures du football portugais. Et si tu crées un système de ligue fermée à 18, 20, 22 ou même 24 clubs au Portugal, t'as presque la garantie d'avoir une équipe sur tout le territoire portugais tellement c'est petit. Et tu peux imaginer la même chose en Belgique, aux Pays-Bas ou en Suisse. Et ça permet aussi notamment de candidater pour par exemple la réception de la Coupe du Monde. Le Portugal récemment s'est mis avec l'Espagne pour vouloir accueillir la Coupe du Monde 2030 ou 2036, si je dis pas de bêtises, parce qu'ils ont pas assez de stades. Ils ont le stade du FC Porto, ils ont le stade du Benfica, ils ont le stade du Sporting. Voilà, c'est les 3 gros stades du pays. Les autres collectivités n'ont pas les moyens d'investir parce qu'ils ne sont pas sûrs de voir les clubs résidents rester là pour tout le temps. Alors que si tu as un système de ligue fermée, tu peux investir des milliards d'euros, des millions d'euros sur des stades ultra modernes qui seront utiles pour le foot, mais sans doute aussi pour des concerts et qui permettent de montrer un peu la technologie du pays et booster aussi les visiteurs pour la Coupe du Monde par exemple. Donc c'est un projet qui peut être vraiment pérenne sportivement, mais aussi pour la politique d'un pays. Mais encore une fois, je doute très sincèrement que l'UEFA et que les fédérations soient très enclines à accepter ce genre de changement profond, même si c'est très bénéfique pour les petits clubs. Mais voilà, c'est comme ça. Sans doute que le football est actuellement fait pour les clubs les plus riches et les plus gros. On verra bien, mais moi je crois très sincèrement que cette piste-là est très peu probable à l'heure actuelle. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère sincèrement que le concept vous a plu, que l'idée vous a plu. Pour moi, c'était très intéressant aussi de décortiquer un petit peu le format des compétitions et d'essayer de comprendre comment on pouvait changer cela. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, qu'on puisse discuter sur le sujet. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker la vidéo si ça vous a plu. Et on se retrouve à très bientôt pour un nouveau concept.